Gaël, je ne sais pas ce que tu as dit parce que tu étais très coupé, très Alors là, c'est là, il haché, faut que je meuble, c'est mais ça, il faut que je chante, il faut que... Ah ben donc voilà, pas je vais enchaîner besoin de donc chanter. Ouf. avec les recos ERC 2025 sur l'arrêt cardiaque de l'adulte. Pour commencer, un petit mot d'épidémiologie, pour histoire de mettre à jour nos chiffres. L'incidence annuelle des arrêts en Europe donc, est estimée à 55 pour 100 000 personnes. Concernant les arrêts intra-hospitaliers, ils sont estimés à entre 1,5 et 2,8 pour 1000 admissions hospitalières. Et en France, les arrêts représentent, j'allais dire toujours, entre 46 et 50 000 arrêts cardiaques par an. L'âge moyen des personnes présentant un arrêt, c'est 67 ans et c'est plutôt des hommes, hein, 65%. 70% des arrêts ont lieu à domicile. Et un petit mot sur la survie, hein. La survie moyenne en Europe est de 7,5% et le taux de survie à 30 jours en France est autour de 5%. Donc on voit qu'on n'est pas forcément très très bon dans le domaine et qu'on a encore du travail en termes d'enseignement. Un petit mot sur la chaîne de survie donc, qui a été modifiée avec un axe sur la prévention et l'identification de l'arrêt, mais en particulier la prévention. Et ça, je pense que c'est un point important pour nous. Il faut qu'on travaille aussi dans nos CESU à la reconnaissance des signes précurseurs. Et donc, ça fait partie des axes de travail. Un autre point sur la réanimation spécialisée, c'est un petit focus sur le leadership. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on continue ou qu'on appuie dans nos formations la formation sur les facteurs humains. Et puis, un dernier changement, c'est tout ce qui concerne la réhabilitation, qui là nous concerne peut-être moins directement. Sur les gestes de survie de base, euh, il est mis un accent particulier sur la précocité de l'alerte, qui commence à faire beaucoup causer dans nos CESU et qui peut mettre nos formateurs un petit peu en difficulté. L'idée étant que pour le grand public en dehors de l'hôpital, dès qu'on constate que le patient est inconscient, on alerte et on met le téléphone sur haut-parleur en attendant de vérifier, quoi, pendant qu'on vérifie la respiration. L'idée étant que pour le grand public qui peut être en difficulté sur la reconnaissance de l'arrêt, le permanencier, quoi, l'ARM, pardon, l'assistant de régulation médicale, va pouvoir guider le témoin pour vérifier avec lui la respiration et faire démarrer les gestes. À l'hôpital, finalement, ça ne change pas par rapport à ce qu'on faisait avant. L'idée étant de vérifier, d'identifier l'arrêt et de faire un appel à l'aide précoce pour demander à ce qu'on nous apporte le chariot d'urgence avec le DEA et faire alerter l'équipe de réanimation. Donc finalement, hein, l'alerte précoce, elle existait déjà avec l'appel à l'aide et l'appel de l'équipe de réanimation, si possible d'ailleurs le 22-22, mais ça dépend des établissements. C'est surtout en dehors de l'hôpital où là, on préconise un appel précoce dès l'inconscience. Un mot encore pour le GASP, hein. Alors ça, c'est pas nouveau, mais c'est important d'insister dessus lors des formations, avec un petit sujet particulier sur l'arrêt du sujet jeune, en particulier à l'effort, euh, qui peut se présenter de façon un petit peu atypique, hein, avec une respiration haletante et qui peut avoir pendant quelques minutes les yeux ouverts, ce qui peut porter à confusion sur la reconnaissance de l'arrêt. Et puis enfin, toujours les mouvements convulsifs, hein, qui peuvent être la phase initiale de l'arrêt et qui peuvent, là encore, être un piège à la reconnaissance de l'arrêt. Sur les gestes, quoi, sur les compressions thoraciques,
Donc ça, c'est une nouveauté sur l'utilisation d'un plan dur. Donc si on peut, il est mieux d'être sur un plan dur. Par contre, il n'est pas recommandé si la victime est dans son lit à la maison de le faire déplacer au sol. Et il va être plutôt recommandé de lui dire d'appuyer plus fort. Et à l'hôpital, donc l'utilisation du plan dur n'est plus recommandée, en tout cas à ce jour. Alors sur quoi ça repose? Ça repose sur une revue de la littérature qui a montré qu'on avait un gain minime à mettre un plan dur sous le patient, en particulier à l'hôpital. Le gain étant estimé à 2 mm par rapport à la compression thoracique sur un lit d'hôpital. Sur le fait de déplacer la victime au sol, selon les études, alors qu'ils sont toutes des études sur mannequin, hein, on a un gain qui va de 2 à 5 mm selon les études. Donc on voit que le gain est finalement peu important, que le risque, c'est aussi que le sauveteur, quand on est à la maison, se fasse mal en descendant la personne au sol et surtout qu'on retarde la mise en place des compressions thoraciques pour mettre le patient au sol. Donc clairement, là, la recommandation est de ne plus utiliser de plan dur à l'hôpital et quand on est à la maison, de demander aux témoins de démarrer les compressions sur le lit. Sur la défibrillation, donc on défibrille toutes les fibrillations ventriculaires sans regarder quelle est la forme de la maille. Si on utilise un défibrillateur manuel, ou pour utiliser un défibrillateur manuel, il faut qu'on soit capable d'analyser le rythme en moins de 5 secondes. Sinon, il vaut mieux utiliser un défibrillateur automatique. L'idée étant toujours de limiter les interruptions des compressions thoraciques à leur minimum. Limiter l'interruption au minimum des compressions thoraciques. Euh, Avec un défibrillateur manuel, on peut poursuivre les compressions pendant la charge et se pose la question de l'intérêt de la précharge, c'est-à-dire avec un défibrillateur manuel, hein, de précharger le défibrillateur avant de stopper les manœuvres pour l'analyse du rythme et de faire dans le même temps du coup l'analyse du rythme et le choc. Concernant le positionnement des électrodes, ça c'est un point important. En cas de fibrillation réfractaire à trois chocs, il est recommandé ou il peut être envisagé de modifier le positionnement des électrodes et de les placer en antéro-postérieur, sachant que pour la position antérolatérale classique, il est important de bien positionner l'électrode latérale sur la ligne médio-axillaire, ce qui n'est pas toujours fait. Et en fait, hein, il a été montré que dans une étude qui a comparé la position antérolatérale à la position antéro-postérieure, qu'on avait 2,6 fois plus de Rax avec la position antéro-postérieure. Pour autant, il n'y avait pas la survie n'était pas améliorée. Donc, c'est des recommandations qui se basent sur le Rax, mais qui n'ont pas montré d'incidence sur la survie. La double défibrillation n'est pas recommandée en pratique courante, hein. Elle peut être utilisée dans le cadre de protocoles ou de recherche. Et puis concernant l'énergie, hein, l'idée est de débuter à 150 joules et d'avoir une énergie croissante si on est en tout cas avec un défibrillateur manuel. Pour la ventilation, donc un petit mot sur le risque lié à l'O2 lors de la défibrillation, avec un risque théorique d'étincelle au niveau du défibrillateur. Et donc, il est recommandé d'éloigner le défibrillateur de la bouteille d'O2 et quand le patient est ventilé au bas-vu, d'éloigner le bas-vu d'un mètre par rapport au défibrillateur quand on défibrille. Si besoin, pour optimiser la ventilation, ne pas hésiter à ventiler à quatre mains, donc à deux personnes.
Euh, et puis, donc, un petit rappel sur ce qui est mis concernant les intervenants témoins, hein. Si le témoin n'est pas formé, donc, il faut lui recommander des compressions seules en continu. Si les témoins sont formés, on peut envisager du 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. La voie d'abord, donc, il est notifié qu'il faut privilégier l'abord veineux, et que si on a une difficulté d'abord veineux, il faudra passer au cathé intraosseux. Euh, Concernant les signes de vie pendant la RCP, hein, donc, il y a une revue qui a montré que l'incidence était estimée entre 0,25 et 0,9% des arrêts cardiaques qui présentaient lors des compressions thoraciques des signes de vie. Et donc pour ces patients, il est recommandé d'utiliser des analgésiques et ou des hypnotiques, sachant qu'il y a une revue australienne, hein, qui a fait un petit peu le point sur ce qui était utilisé dans les différents centres australiens et qu'on va retrouver le midazolam, la kétamine et le fentanyl, qui sont utilisés dans cette indication. Pour la prise en charge post-RAX, je vous ai remis là donc les attendus. Donc une saturation entre 94 et 98%, sachant qu'au cours de la réanimation, on sera sur une FiO2 à 100% et que après le RAX, on va adapter la FiO2 pour être dans cette fourchette de saturation. La PaO2 attendue est entre 75 et 100. La PCO2 doit être normale. Si on ventile le patient, donc, on sera sur de la ventilation protectrice, hein, avec des petits volumes entre 6 et 8 millilitres. Euh, la PAM doit être, l'objectif de PAM entre 60 et 65, et on doit viser un objectif de normothermie et en tout cas lutter contre l'hyperthermie. L'objectif de tout ça, c'est voilà, l'objectif post-RAX, ça va être de traiter la cause de l'arrêt cardiaque, de prévenir les lésions secondaires à la fois cérébrales et myocardiques, et de stabiliser les fonctions vitales pour optimiser le pronostic neurologique et fonctionnel. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vais passer donc la parole à mon collègue Au Julie. pédiatre. Merci Céline. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire la totalité des recommandations ERC. Et puis, on fera les salves de questions-réponses à la fin, en ce qui concerne l'enfant, l'adulte, l'enfant, et puis les situations particulières. Julien No, CESU 33, pédiatre, c'est à toi. Merci Gaël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on a souhaité, en complément de la présentation de Céline, vous présenter l'équivalent pour les recommandations 2025 sur leurs nouveautés concernant l'enfant, le nourrisson et le nouveau-né, ces trois populations qui sont bien décrites dans les recommandations. Alors beaucoup de petites modifications, si on ne devait en retenir que 10, nous avons choisi de reparler du timing de l'alerte, des compressions thoraciques du nourrisson, leur technique, sur quand pratiquer la ventilation à deux soignants chez cette population, le ratio 15-2, où en sommes-nous, des recommandations, comment pratiquer les manœuvres de désobstruction chez le nourrisson, quelle est la bonne position des électrodes du DAE selon les recommandations, la place de l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque, l'accueil du nouveau-né est peut-être un sujet qui va au-delà de certains FGSU2, mais qui concerne probablement des formations Novo-Césu, des recommandations sur la réanimation du nouveau-né à la naissance. Alors le premier point reprend des éléments qui ont été présentés par Céline, puisque sur le timing de l'alerte en cas d'arrêt cardiaque pour un enfant ou un nourrisson, on retrouve exactement les mêmes recommandations que l'adulte. Et donc le téléphone en haut-parleur pour un citoyen sauveteur en dehors de l'hôpital et un appel sans délai de collègues dans le service pour pouvoir acheminer le matériel et appeler l'équipe de réanimation. Il y a une vraie homogénéisation de ce timing entre l'adulte et l'enfant.
Concernant les compressions thoraciques du nourrisson au décours de l'arrêt cardiaque, vous voyez l'illustration de la compression à 2 pouces avec encerclement du thorax à 2 mains, qui est devenue la seule technique recommandée. On oublie la technique à 2 doigts sur le sternum, ce n'est plus que celle qui est à 2 pouces qui est recommandée. Ce sont deux méta-analyses taïwanaises qui, en 2020, ont commencé à faire évoluer cette recommandation qui a été écrite en 2025, essentiellement parce que il est sorti de ces analyses que la profondeur de ces compressions thoraciques est plus importante, plus conforme à l'attendu, que la fatigue de l'intervenant est moindre, que son positionnement au niveau du sternum est plus juste, que le guidage en est facilité, puisque pour l'ARM, expliquer cette technique semble plus simple que la technique à 2 doigts. Par contre, méfiance, et c'est probablement un point de vigilance qu'il faut transmettre dans nos formations, la relaxation semble moins complète lorsqu'on pratique à 2 pouces qu'à 2 doigts. Donc cette nouvelle recommandation doit nous amener à aborder ce point de vigilance. Attention à bien relâcher complètement entre deux compressions thoraciques l'appui des pouces. La ventilation à 2 soignants, contrairement à l'adulte, est devenue la technique de première intention chez l'enfant et chez le nourrisson. Donc, un intervenant, un professionnel qui va être concentré avec ses 2 mains sur le masque et un deuxième soignant qui va être concentré sur la pression sur l'insufflateur. Vous le voyez, principalement une publication récente de 2025, mais sur une population de nouveau-nés qui a modifié cette recommandation chez l'enfant et chez le nourrisson. Donc, c'est une extrapolation au nouveau-né qui a conduit à cette modification. Qu'est-ce qu'on lit dans cette publication? On lit que le volume serait plus important, plus conforme à l'attendu, et une diminution des fuites. Donc la recommandation est aujourd'hui, chez l'enfant et chez le nourrisson, comme on le verra aussi chez le nouveau-né, de la pratiquer d'emblée, et particulièrement si la ventilation était inefficace à un seul soignant ou s'il y avait un risque d'infection contagieuse. Toujours dans l'arrêt cardiaque, où en sommes-nous du ratio 15-2? Eh bien, si on regarde plus spécifiquement dans cette iconographie le volet pédiatrique, il est recommandé, si le professionnel est formé à la réanimation de l'enfant, de pratiquer 5 insufflations, mais ensuite de ne pratiquer une RCP qu'au ratio 32. Si par contre il a suivi une formation à la prise en charge de l'arrêt cardiaque de l'enfant, alors toujours 5 insufflations initiales, mais suivies d'un ratio 15-2, donc où on revient plus souvent à la ventilation. C'est deux publications principalement qui ont permis de statuer. Vous vous rappelez, avant, c'était plutôt si on est deux, si on est seul. Là, c'est plutôt si on est formé ou pas. La première étude, hein, qui est une étude qui a été menée à la fois en Europe et en Amérique du Nord, a montré que on avait, c'est des études sur mannequins en simulation, lorsqu'on n'avait pas de formation, la ventilation était probablement de faible efficacité, et donc une formation changeait ce taux d'efficacité. Et donc, lorsqu'on n'avait pas de formation, il était plutôt recommandé de faire de la ventilation, mais moins souvent, au ratio 32, pour qu'elle ne vienne pas pénaliser la qualité des compressions thoraciques, qui reste la priorité. Une deuxième étude, qui est une étude nord-américaine, s'est intéressée à comparer le ratio 15-2-32 chez des professionnels de santé formés. Et cette étude a montré qu'il n'y a pas de diminution du maintien de la fréquence recommandée lorsqu'on est en 15-2 par rapport à 32 sur 1 minute. On délivre le bon nombre de compressions et de ventilation malgré ces alternances plus fréquentes. Et la profondeur non plus n'est pas diminuée. Et donc, il est préconisé dans ces recommandations, à la lecture de ces publications, lorsqu'on est formé, de prioriser un ratio 15-2. Alors tout de suite, ça amène une question qu'on se pose souvent dans les CESU, c'est la place du bouche à bouche en AFGSU et la place de son enseignement notamment. Il n'y a pas de recommandations très précises qu'on peut lire hein, dans cette littérature sur cette question-là, et donc ce qu'on peut vous transmettre, c'est des préconisations de l'ANSESU.
qui est de rappeler un fondamental d'abord, qui est pour tout âge et pour tout type d'arrêt cardiaque. Donc, ça inclut l'enfant et le nourrisson, ça inclut les arrêts hypoxiques. La priorité, reste aux compressions thoraciques. C'est un fondamental. Ensuite, dès que le matériel de ventilation est disponible, alors oui, il faut utiliser un insufflateur pour alterner avec les compressions thoraciques. Et c'est l'insufflateur plutôt que le bouche à bouche qui est ici préconisé. On peut soulever quand même la question du bouche à bouche. En AFGSU, il faut l'aborder, il faut en parler. Il faut en parler pour qui? Il faut en parler notamment pour le citoyen sauveteur, c'est-à-dire le grand public, ou le professionnel de santé lorsqu'il n'est pas dans son activité professionnelle, mais lorsqu'il est dans sa sphère privée. Alors, face à un patient hypoxique, et en particulier en pédiatrie, alors il faut qu'on puisse parler de bouche à bouche et parler notamment des dispositifs qui garantissent un minimum d'hygiène avec des filtres intermédiaires entre le patient et le citoyen sauveteur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut enseigner le geste, et donc la préconisation de l'ANSESU est de ne pas enseigner le geste procédural du bouche à bouche en AFGSU. Ces choses-là pourront être précisées grâce à une RFE entamée par la SFMU et l'ANSESU. On vous en parlera un petit peu plus tard, qui va être probablement, qui va aboutir sur la fin de l'année 2026, qui répondra à la question le professionnel de santé, lorsqu'il ne dispose pas d'insufflateur, doit-il pratiquer des compressions thoraciques seul ou doit-il pratiquer des compressions thoraciques en alternance avec le bouche à bouche? Donc on s'en reparle dans un petit peu moins d'1 an. En dehors d'arrêt cardiaque, concernant les manœuvres de désobstruction chez le nourrisson, vous voyez que la recommandation a évolué avec toujours 5 claques dorsales qui sont alternées ensuite avec 5 compressions thoraciques, mais selon une nouvelle technique qui est, on retrouve la technique de l'arrêt cardiaque, l'encerclement du thorax avec une pression à 2 pouces. C'est un changement parce que vous voyez que le fait de retourner l'enfant entre ses bras pour alterner les claques et les compressions nécessite là de poser l'enfant sur ses jambes pour pouvoir encercler le thorax et pratiquer les compressions. Il n'y a pas de publication à l'origine de ce changement de recommandation lorsqu'on lit l'argumentaire de l'ERC, mais en fait, c'est une extrapolation à la technique d'arrêt cardiaque, puisque la profondeur est plus efficace, parce que le geste est plus puissant. L'effet piston qui est recherché tient en grande partie à la puissance, parce que là aussi, le guidage par les ARM semble faciliter, et c'est également pour faciliter la formation, pour qu'il y ait une homogénéité entre la technique travaillée pour l'arrêt cardiaque et la désobstruction chez le nourrisson, qui a été retenu par le RC. Donc, pour ces 4 raisons, sans publication qui montrait une supériorité par rapport à la précédente recommandation, l'encerclement du thorax avec la pression à 2 pouces a été retenu. La position des électrodes dont on a parlé chez l'adulte a également été précisée et modifiée chez le nourrisson et l'enfant. Donc vous voyez à gauche, le nourrisson, pas de changement. On se retrouve avec une position antéro-postérieure. Et c'est au-delà du nourrisson, puisque cette préconisation, cette recommandation en 2025 va jusqu'à 25 kg. Au-delà de 25 kilos, donc à peu près 8 ans, hein, mais attention à cette extrapolation à l'âge, c'est le poids qui est retenu dans les recommandations. On trouve un choix qui est double, c'est-à-dire qu'on peut positionner, comme chez l'adulte, les électrodes en antérolatérales ou bien les positionner en antéro-postérieur. Donc, avant 25 kg, systématiquement en antéro-postérieur. Au-delà de 25 kg, nous avons le choix du positionnement. La place de l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque a un peu évolué chez l'enfant et le nourrisson sur la fréquence d'injection qui n'est plus de 3 à 5 minutes, mais qui est de 4 minutes. C'est pas une révolution, hein, mais ce qui a amené à cette évolution, ce n'est pas la littérature, parce que la dernière publication scientifique qui est rapportée, qui est de 2024, sur la place et l'effet de l'adrénaline dans des arrêts cardio-respiratoires sur une étude multicentrique nord-américaine en intra-hospitalier, montrait que l'adrénaline semblait bénéfique pour diminuer la durée de l'arrêt cardiaque, donc une rapidité de RAX, mais par contre pas d'évolution sur le taux de survie. Donc finalement,
Qu'est-ce qui a fait changer ce ratio? C'est uniquement du pragmatisme en se disant que 4 minutes, c'était plus simple à retenir que 3 à 5, peut-être plus simple à enseigner aussi. Et enfin, la dernière population d'âge que nous n'avons pas abordée, qui est le nouveau-né. Donc, nous sommes à la naissance cette fois-ci. Concernant l'accueil du nouveau-né, tout nouveau-né, hein, qui s'adapte bien ou pas bien, il est renforcé l'idée qu'il faut retarder le clampage du cordon au-delà de 60 secondes. C'était déjà préconisé chez les enfants à terme ou proche du terme. Là, c'est aujourd'hui confirmé par les recommandations à tout terme, y compris pour les plus prématurés des nouveau-nés. Par contre, lorsqu'une réanimation est nécessaire, c'est-à-dire devoir pratiquer des gestes sur les voies aériennes puis la ventilation, les recommandations proposent de ne pas retarder ce clampage au-delà de 30 secondes et donc il est tout à fait licite de faire un clampage et une section rapide du cordon pour donner la priorité aux gestes de réanimation. Si ce retard du clampage n'est donc pas possible, les auteurs des recommandations proposent de traire le cordon pour ramener un maximum de sang au nouveau-né. Sauf que la traite du cordon reste contre-indiquée pour les plus grands prématurés inférieurs à 28 semaines d'aménorrhée. Sur l'accueil du nouveau-né bien portant, toujours, son évaluation a également un peu évolué avec l'évaluation précoce de la fréquence cardiaque, avec plutôt un monitorage ECG qui est recommandé. Le stéthoscope avec une auscultation thoracique est toujours possible, mais elle est préconisée pour la première évaluation seulement si un ECG n'est pas mis en place. Au-delà, ils préfèrent que nous mettions des électrodes pour avoir une évaluation plus fine de la fréquence cardiaque, notamment chez les prématurés et chez les enfants nécessitant des gestes de réanimation. L'évaluation de la saturation en oxygène, de l'oxymètre de pouls, a un peu été précisé, notamment les objectifs de SAT qui conduiraient à mettre en œuvre une oxygénothérapie. Là, vous voyez sur cette courbe les chiffres de SAT normal, les chiffres de SAT normaux d'un nouveau-né bien portant qui ne nécessite pas de geste de réanimation et on voit donc sa SAT monter de environ 50-60% à la naissance jusqu'à 90% à 10 minutes de vie. Ça, c'est l'évolution normale de nouveau-né bien portant. Et donc, vous voyez représenté en orange les fourchettes d'objectifs de SAT qui sont préconisées pour s'inquiéter et commencer une oxygénothérapie. La fourchette qui est proposée à 3 minutes, elle est 70-75%. En oxygène au-dessus de 70, ça ne sert à rien si on est au-dessus de 75%. À 5 minutes, la fourchette 80-85 et à 10 minutes, 85-95. Concernant la réanimation elle-même, donc qui sont des objectifs de formation complémentaires à l'FGSU, la ventilation à deux soignants, comme on l'a vu chez le nourrisson et l'enfant, est ici recommandée d'emblée également, avec une mise en place d'une ventilation dont les paramètres ont été précisés. Un temps respiratoire qui est plus long pour les premières insufflations, donc 5 premières insufflations avec un TI de 2-3 secondes, que le nouveau-né soit prématuré ou pas, avec des pressions d'insufflation qui sont à 25 ou 30 cm d'eau, 25 pour les moins de 32 semaines et 30 cm pour les plus de 32 semaines. Pour tout le monde, si on a la possibilité, grâce à une pièce hantée, grâce à un bavus avec valve de PEP, de maintenir une PEP d'emblée à 6 cm et une FiO2 qui doit être en air ambiant pour les plus de 32 semaines, mais pour les moins de 32 semaines, un peu de rétropédalage par rapport aux précédentes recommandations, un peu de FiO2, c'est-à-dire 30%, voire plus, pour les moins de 32 semaines. Enfin, le dernier point, c'est l'alternance des compressions thoraciques avec les insufflations, beaucoup plus de place, une fois de plus, à la ventilation du nouveau-né. Et donc, c'est une alternance de 3-1 avec trois compressions pour une insufflation déjà. Ça, il n'y a pas de modification. Ce qui est modifié dans ces recommandations, c'est de savoir quand est-ce qu'on bascule de l'algorithme 3-1 à l'algorithme 15-2 du nourrisson. Eh bien, ils se sont positionnés sans véritablement de base bibliographique, mais plutôt sur des recommandations d'experts de utiliser l'algorithme 3.1 durant le premier séjour du nouveau-né
à l'hôpital, à la maternité, c'est-à-dire pendant les 3, 4 jours, par exemple, de séjour en maternité, ou bien lors de sa première hospitalisation, s'il est hospitalisé à la naissance, eh bien de rester sur cet algorithme 3-1. Et c'est à partir du moment où il est rentré à domicile ou qu'il revient à l'hôpital que l'algorithme 15-2 est recommandé. Quelques petites nuances à ça. Si l'arrêt cardiaque de l'enfant survient au décours d'un malaise syncopal ou chez un nouveau-né porteur d'une cardiopathie, alors il est plutôt recommandé d'utiliser l'algorithme du nourrisson à 15-2, plus de compression thoracique. Autre petite nuance, si déjà dans le service, la maternité, il y a une organisation différente pour le cut-off entre le 3-1 et le 15-2, eh bien, elle peut être maintenue à condition que les formations qui soient délivrées soient bien en adéquation avec ces procédures. Voilà les points essentiels qu'on souhaitait aborder avec vous. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la lecture des recommandations des deux articles qui concernent le nourrisson et l'enfant d'un côté, le nouveau-né de l'autre. Si vous voulez aller encore plus loin, la deuxième partie de ces articles, c'est l'argumentaire qui vous permet de comprendre leur lecture de la bibliographie la plus récente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Et donc, on va terminer cette première partie sur les recos ERC avec les situations particulières. Et c'est Sandra Deleuil qui nous parle de ces situations particulières. Et juste après, on répondra à vos questions, hein. Donc, vous êtes partis pour mettre les questions sur le QR. Vous pouvez aussi les mettre sur le chat, hein, il n'y a pas de problème. On répondra aux différentes questions juste après. À toi, Sandra. Merci et bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de ce que l'on trouve dans ces nouvelles recommandations ERC en dehors de l'arrêt cardiaque et de tout ce qui concerne les enfants. L'histoire de la chaîne de survie repensée, ben Céline en a déjà très bien parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur ce cas. On va parler un petit coup de la bradycardie, où là il y a une réelle distinction qui est faite, en tout cas pour parler des patients transplantés cardiaques qui ont une contre-indication de l'utilisation de l'atropine, parce que ça peut provoquer un haut degré de bloc auriculo-ventriculaire ou voire même un arrêt du sinus. Ils ont redéfini aussi l'utilisation du glucagon en cas de suspicion de surdosage en bêta-bloquant ou en bloqueur des canaux calciques, qui peuvent être la cause de cette bradycardie. Et puis, ils redisent bien qu'il ne faut pas donner d'atropine chez les patients avec un haut degré de bloc auriculo-ventriculaire et avec un QRS élargi, parce que tout ça peut s'aggraver. Et donc, ils redonnent une place beaucoup plus rapidement, en tout cas, à l'utilisation des pacemakers cutanés, en fait, avant d'en mettre un définitif. Pour ce qui est de la tachycardie, rien de bien nouveau, mais en tout cas, ils insistent à nouveau sur, en tout cas, les catégorisations des tachycardies avec les tachycardies à complexe élargi avec une instabilité hémodynamique chez qui la cardioversion synchronisée est d'emblée indiquée. Et puis la cardioversion synchronisée chez les patients atteints d'une tachycardie à complexe large, mais étant stable hémodynamiquement, une fois qu'on a essayé les manœuvres vagales et puis les traitements médicamenteux qui sont inefficaces, là on peut passer au pacing. De la même manière, si on veut parler des tachycardies, cette fois-ci à complexe normal, mais qui peuvent être réguliers ou irréguliers. En tout cas, lors de la fibrillation auriculaire, il est recommandé d'utiliser des défibrillateurs biphasiques et de commencer avec un dosage à 200 joules. Pour ce qui est des réactions allergiques graves, il est redéfini l'utilisation de l'adrénaline intramusculaire dès que possible, grâce à des stylos auto-injecteurs, dès qu'on a des signes de choc, une douleur abdominale, une respiration bruyante type stridor qui évoque tout de suite d'emblée un œdème de Coinck ou une détresse respiratoire. Donc soit le patient est formé à se l'auto-administrer, soit par du personnel formé, mais avec des stylos auto-injecteurs. Et puis il faut que nous, on l'enseigne aussi, puisque maintenant,
tous les types de secouristes, que ce soit donc les secouristes d'association, les pompiers ou les ambulanciers, sont formés à les utiliser. Donc dans nos CESU maintenant, il faut vraiment qu'on en parle. Donc par contre, dès que l'instant où une équipe spécialisée intervient, ils ont redéfini les dosages à utiliser. Donc 0,15 mg chez l'enfant de 1 à 5 ans, 0,3 mg chez les enfants de 6 à 12 ans et 0,5 mg chez les adultes, et ne pas attendre pour faire une deuxième dose possible dès 5 minutes. Ils évoquent l'utilisation de l'adrénaline intranasale, mais sans redéfinir exactement les posologies. Pour l'obstruction des voies aériennes, ils insistent dans ces nouvelles recommandations sur le fait de débuter la prise en charge par les 5 tapes dans le dos, ensuite procéder à des poussées abdominales, et cette alternance qui est à mettre en place sous forme de cycle en fait. Et puis toute personne qui a été traitée avec succès pour une obstruction totale des voies aériennes par des manœuvres de compression abdominale, donc Heimlich, ou des compressions thoraciques, doit être examinée par un professionnel de santé, car il y a quand même un risque de blessure profonde. Pour les surdosages en opiacés, là, on retrouve, comme tout à l'heure pour l'utilisation des stylos auto-injecteurs d'adrénaline, une utilisation maintenant dans les ambulances, dans les VSAB, de ces stylos auto-injecteurs ou de ces dispositifs intranasaux. Donc, il est important que nous aussi, dans nos CESU, on soit au clair avec ces recommandations. Donc, on suspecte un surdosage en opiacés chez une personne qui va être somnolente, inconsciente, qui va avoir une fréquence respiratoire lente ou irrégulière, et surtout des pupilles qui sont en myosis. S'il est inconscient et qu'il ne respire pas, on passe sur les algorithmes de réanimation cardiopulmonaire. Si les personnes sont formées sur place, donc c'est des stylos auto-injecteurs de naloxone, ça délivre des doses de 0,4 mg. Et puis le naloxone intranasal délivre 1,8 mg par toutes les personnes sur place, hein. Sachez que dans les salles surveillées d'injection de drogue, les personnels sont formés à utiliser ce naloxone intranasal, effectivement, pour ne pas perdre de temps. Et puis donc, lors des appels au 15, il peut être intéressant que les armes se renseignent pour savoir si le dispositif est à disposition dans cette salle pour pouvoir le mettre en place le plus vite possible. Pour ce qui est des lésions de la colonne cervicale, grâce à ces nouvelles recommandations, on doit vraiment ils redéfinissent quand est-ce qu'on doit suspecter une atteinte de la colonne. Donc, en cas d'accident de la voie publique, de chute ou de plongeon depuis une hauteur, un accident sportif ou un écrasement par un objet ou une machine lourde. Il recommande de faire une restriction de la mobilité de la colonne cervicale en demandant à la personne de ne pas bouger si elle est consciente, et surtout de ne pas forcer le maintien de la tête si la personne est agitée, refuse, souvent comme on le voit lors des cas de traumatisme crânien en même temps. Cela nous permet de faire le lien avec les RFE, dont le professeur Delphine Douillet et le professeur Blaise Debien, vous en avez déjà parlé lors des dernières actualités de l'ANCESU, où la question numéro 1 était posée à ces experts de la SCFMU et de l'ANCESU. Chez un patient traumatisé en extra-hospitalier, faut-il poser systématiquement un collier cervical pour éviter les complications secondaires? Cela permet de répondre plus correctement, en tout cas, à cette question. C'est nos recommandations d'experts, parce que dans les recommandations de l'ERC, c'est quand même pas très détaillé. Donc nous, il y avait des recommandations d'experts qui disaient de ne pas poser systématiquement le collier cervical chez tous les patients traumatisés, qu'il fallait suspecter comme traumatisé du rachis cervical s'il y avait au moins une douleur, si le patient se plaignait d'une douleur au niveau du rachis, ou s'il y avait une inconscience ou une altération de la conscience, ou une douleur distractive qui ne permettait pas une évaluation fiable de cette colonne. Et en fait, le troisième question, où il fallait poser un collier cervical chez les patients suspects en contexte extra-hospitalier, sauf si lorsqu'on évaluait ce traumatisme cervical selon la règle Canadian C-Spine, qui normalement nous sert à évaluer s'il y a besoin d'une radiographie, on peut utiliser cette règle pour savoir s'il faut maintenir ce collier cervical ou pas, en tout cas. Et on peut l'utiliser autant en intra-hospitalier qu'en extra-hospitalier.
Il nous restait dans ces RFE une quatrième question qui était chez le patient traumatisé, inconscient, en contexte extra-hospitalier. Quelle est la position d'attente afin de limiter les risques d'inhalation et d'aggravation des lésions rachidiennes? Nous attendions beaucoup de ces recommandations qui devaient sortir. Et puis, ben, on est un petit peu déçus parce qu'on n'a pas vraiment de réponse à notre question. Ils ne parlent pas du tout de la PLS du patient inconscient avec un risque de trauma cervical. Ils disent de respecter des protocoles locaux d'immobilisation du rachis. En tout cas, je sais que le professeur Debien, qui est avec nous aujourd'hui, va revenir sur cette question un petit peu plus tard. Donc, vous aurez plus d'informations à ce moment-là. Pour ce qui est des hémorragies, pareil, pas beaucoup de changements, en tout cas pour les secouristes. Les recommandations, elles sont floues. Elles citent juste les différentes techniques que l'on a à disposition. De la même manière, je vous conseille de vous référer au RFE travaillé en 2025 qui traitait aussi de cette question. Donc, chez un patient présentant une hémorragie d'un membre, quelles sont les modalités de prise en charge permettant de limiter les pertes de sang et la morbimortalité? Là, on avait quand même réussi à se mettre d'accord sur plusieurs questions, en tout cas avec des recommandations de grade 2. Donc, je vous conseille vivement de vous y référer. Je ne vais pas vous les reciter, mais vous les trouverez sur notre site en tout cas. Une grosse part est faite à l'éthique dans ces nouvelles recommandations, avec plusieurs grands thèmes en tout cas. Les témoins qui sont sur place, on ne peut pas les forcer à pratiquer la RCP, hein, ça, pour nous Centre 15, en tout cas, il faut respecter leur autonomie personnelle, mais il faut en tout cas leur laisser la porte ouverte et savoir qu'ils peuvent le faire. Et puis, nous sommes là pour les guider ensuite, pour que les gestes soient réalisés correctement. Ensuite, il est recommandé en tout cas, de mettre au courant nos proches, voire même de remplir sur des systèmes d'alerte de témoins comme Sauve Life chez nous, nos souhaits par rapport aux tentatives de réanimation, si on les veut ou si on les veut pas. En tout cas, c'est important de prévenir ses proches ou en tout cas de le rentrer dans cette application. Les équipes spécialisées qui interviennent sur place dans les familles peuvent proposer aux familles d'assister à la tentative de réanimation ou pas, en tout cas. Et puis, il est vivement recommandé de procéder à un débriefing clinique en équipe après la gestion d'un arrêt cardio-respiratoire, donc dans l'idéal, un premier débriefing rapide. Et puis, tous les membres de l'équipe doivent être un petit peu concertés au moment où on prend la décision d'arrêter cette réanimation cardio-pulmonaire sur place. Une décision partagée est toujours mieux. Ce qui nous intéresse maintenant aussi, c'est ces conseils de l'ERC par rapport à la formation. Qu'est-ce qu'il change pour nous? Alors, on voit que l'ERC nous propose, en tout cas, est conscient que former à la réanimation cardio-pulmonaire en fonction des différents pays, des différentes communautés, des différentes croyances et des différents moyens, c'est pas toujours possible. Et en tout cas, c'est très important de s'adapter et de former dans tous les contextes, quoi qu'il arrive en tout cas, même sans matériel, haute technologie, on le faisait avant et on faisait déjà du bon travail et on peut continuer de le faire en tout cas. Il propose aussi de commencer la formation à la réanimation le plus tôt possible dans la petite enfance. Je vous rappelle que les CESU étaient très précurseurs dans cette démarche puisque le programme Apprendre à porter secours existait bien avant la création des AFGSU en 2006. Mais par contre, je pense que on peut revoir peut-être à l'occasion le programme puisque dans ces nouvelles recommandations de l'ERC, on voit qu'il conseille de commencer l'enseignement des compressions thoraciques dès le cycle 3, donc les 10-12 ans, chez nous les CM1, CM2, 6e en tout cas. Donc on va revoir avec l'éducation nationale pour mettre à jour cette formation Apprendre à porter secours. Euh, L'ERC propose d'utiliser une pratique délibérée en cycle rapide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment de faire des formations de courte durée, mais fréquemment, régulièrement, incluant des débriefings à l'intérieur, à refaire vraiment très souvent. Et ça a montré qu'il y avait une très grosse force au niveau de la mémorisation et surtout de la rétention des gestes, puisque c'est ça qui nous importe à ce moment-là.
Bien sûr, les dispositifs de rétroaction en temps réel sur la compression thoracique étaient déjà là lors des dernières recommandations. Elles sont à nouveau citées. Et puis, une part importante est faite cette fois-ci sur l'enseignement du travail en équipe et puis sur le leadership, qui est le travail de compétences non techniques pour la gestion, en tout cas, d'un arrêt cardiaque. Euh, Et enfin, la dernière diapo, un passage est fait sur l'apprentissage ludique, où il peut être justifié d'intégrer des éléments d'apprentissage ludique, mais c'est absolument pas une obligation. On met toujours en alerte faire du jeu pour faire du jeu sans réellement un objectif pédagogique par derrière. Ça n'a pas une grosse force pédagogique. Donc oui, c'est sûr que d'intégrer du jeu dans nos formations, c'est intéressant, mais il faut le faire avec un objectif derrière. Une autre remarque intéressante sur l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, ces nouvelles recommandations font une différence entre l'acquisition des connaissances et l'enseigner les compétences dans le cadre de la réanimation cardiopulmonaire. Les études ont montré que pour acquérir les connaissances au départ, l'utilisation de la réalité virtuelle a un intérêt. Par contre, pour enseigner les compétences en matière de réanimation cardiopulmonaire, rien ne vaut de vraiment pratiquer sur des mannequins en contexte. Tous ensemble, en équipe en tout cas, ça a une plus grosse force pédagogique. Et puis par contre, la réalité augmentée peut être utilisée dans toutes les formations BLS pour les professionnels et les non professionnels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci Sandra, merci à tous les trois. Alors, pas mal de questions. Donc, certaines questions ont fait l'objet d'une réponse directe. Et puis, Isabelle, si tu peux te brancher, tu as dû colliger un petit peu les différentes questions. Oui, Et tout on à peut, fait. voilà, on ne te voit pas, mais on t'entend. On peut commencer aux premières questions à nos trois experts. Ah, voilà, la Oui. belle Isabelle. Alors, Bonjour première Isabelle. question. Bonjour à tous. Concernant les patchs, donc il y a une première réponse qui a été envoyée en direct. Là, on peut compléter peut-être. Apparemment, il y a des schémas qui montrent des patchs décalés. Est-ce qu'il faut absolument respecter scrupuleusement cette façon de mettre les patchs et quelle en serait la justification? Alors, Ça, c'est la première question. Vous voulez que je vous les donne toutes? non, une par une. Très bien, celle-ci On alors. va les oublier sinon. Très bien. Donc voilà. Euh, alors, je ne sais pas quels étaient les schémas où c'est décalé. Enfin, ce qui est important, je pense, c'est de bien mettre les patchs quand ils sont en antérolatéral, d'avoir bien un patch à droite sous la clavicule droite et l'autre patch au niveau de la ligne médio-axillaire. L'objectif, c'est que ça englobe le cœur. Et ce qui était constaté, c'est que le patch qui est sur la ligne médio-axillaire était souvent mal positionné. Donc, c'est la première chose à faire de s'assurer que le patch latéral est bien positionné. Après, sur la position antéro-postérieure, c'est peut-être là où la personne qui a posé la question pensait au décalage. L'idée, c'est qu'on pose pas sur le sternum, parce que la conduction osseuse de l'électricité est mauvaise. Et donc, du coup, on décale par rapport au sternum. C'était peut-être ça la question. Voilà. Voilà, vous n'hésiterez pas à préciser vos questions si les réponses ne vous satisfont pas complètement. Une deuxième salve de questions concernant la réanimation. Faut-il toujours en pédiatrie, du coup, est-ce que, puisque nous avons affaire à des gens en cours de formation, doit-on préconiser le 15-2 pour la pédiatrie? Alors oui, cette nouvelle recommandation, elle est justement, elle appuie sur le fait que lorsqu'on est formé, on peut pratiquer et on est invité à pratiquer du 15-2 avec un bénéfice pour le patient. Donc à l'issue d'un FGSU2, on peut considérer que le professionnel est prêt à faire du 15-2. Donc c'est la technique qu'on va enseigner pour les professionnels en FGSU. Ensuite, est-ce qu'il est toujours recommandé dans le cadre de l'arrêt hypoxique, et notamment chez le noyé chez l'adulte, de commencer par 5 insufflations?
Alors oui, ça Oui. fait partie des recommandations chez le noyer, oui. Ensuite, il y avait une remarque concernant la sécurité au niveau de la position de la tête, hein, concernant l'OVA total chez le nourrisson. Sinon, concernant le bouche à bouche, euh, qu'est-ce qu'il en est si les apprenants souhaitent absolument le pratiquer? Comment doit-on se positionner dans les CESU, notamment en lien avec les règles d'hygiène et de sécurité? Alors, s'il y a une demande d'apprentissage procédural du bouche à bouche, notamment pour des publics spécifiques, alors il faut que le CESU s'organise. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas du bouche à bouche sans l'avoir préparé. C'est un atelier procédural qui est assez obligeant. C'est-à-dire qu'il faut respecter des règles d'hygiène en conformité avec son service d'hygiène. Ensuite, avoir du matériel qui ne risque pas d'être contaminant entre apprenants, avec le formateur. Donc, si un CESU souhaite répondre à cette demande parce que le public justifie qu'on y réponde, alors il faut mettre en œuvre les mesures qui permettent à ce que cet apprentissage se fasse en sécurité. Ensuite, concernant la réanimation dans un lit, et je pense que c'est en lien avec le plan dur qui n'est plus forcément recommandé, lorsqu'une équipe spécialisée intervient à domicile, est-ce qu'elle va continuer la prise en charge dans un lit qui n'est pas un lit médicalisé? J'imagine que c'est comme ça que Céline pose sa question. Bonne question. Alors, j'ai pas de réponse formelle, si ce n'est que effectivement les recommandations disent plutôt de ne pas mettre le patient, de ne pas mobiliser le patient. Après, je pense que ça dépend aussi du lit et de l'environnement. Et que parfois on peut être plus à l'aise par terre et qu'on est, quand on arrive en équipe, nombreux pour pouvoir mettre le patient au sol facilement. Donc je pense que ça se discute au coup par coup en fonction de l'environnement, quoi. Alors, on a des questions aussi sur les thérapeutiques, notamment dans le cadre des nouveaux actes concernant les ambulanciers, les pompiers et le rôle propre notamment des IDE. Donc, est-ce que l'anapène, qui est quand même un médicament qui peut s'administrer en auto-administration ou avec de l'aide éventuellement sans prescription ou avec la prescription qu'a le patient, dans le cas où c'est dans le cadre d'une prise en charge, est-ce qu'il faut attendre la prescription du médecin régulateur lorsque le patient a de l'anapène pour que quelqu'un puisse lui administrer? Et dans la foulée, concernant le Narcan intranasal, est-ce qu'il doit y avoir une prescription médicale dans le cadre de ces nouveaux actes et éventuellement d'une intervention paramédicale stricte sur place? Je pense que si le patient a déjà une prescription, ça peut valoir prescription. Si le patient n'a pas de prescription, à ce moment-là, oui, et du coup, c'est sur validation du médecin régulateur. Après, si les gens sont formés à le faire et savent le faire sans prendre de risques et qui reconnaissent en tout cas les signes de gravité qui peuvent entraîner le décès, comme je les ai cités dans le diaporama, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, puis que en appelant le centre 15, ça vaudra prescription médicale en fait, puisqu'ils donneront l'accord de le faire en tout cas. Oui, c'est bien la question. C'est sur prescription du médecin régulateur. Ouais. Allez, tu as droit à trois Alors, questions encore. Trois questions, trois pas plus. questions. OK. Eh oui, il faut les choisir, autrement on va Tout exploser le à temps. fait, hein. Bon, eh bien, ça va être réglé. Donc, c'est bien parce qu'il y a surtout des questions sur les patchs. Alors, pour les hémorragies externes, il y a des questions sur la prise en charge ABCD éventuellement, ou est-ce qu'on doit parler de renfort quand il s'agit du pansement compressif, du second pansement compressif par-dessus le premier? Est-ce qu'il faut passer au garrot directement après échec du pansement compressif? Donc, repréciser l'indication du garrot et du pansement compressif, si vous voulez bien.
Eh bien, je pense que dans ces recommandations, on voit que l'utilisation du garrot est le plus systématique en tout cas. Tout dépend du contexte. Si on a de nombreuses victimes ou si on n'en a pas, si on a suffisamment de mains pour faire des compressions directes, en tout cas, c'est ça qu'il faut débuter. Si on n'a pas assez de mains, il faut mettre des garrots plutôt rapidement. Et si le pansement compressif suffit pas, on passe au On garrot. passe au garrot, on perd pas de temps. Je trouvais que dans ces Voilà. recommandations, l'utilisation du garrot était assez démocratisée, on va dire. Une dernière question, faut-il enseigner le surdosage des opiacés dans la FGSU, sachant que pour le reste des remarques, c'est essentiellement des précisions quant au patch et à la prise en charge des OVA du nourrisson. Oui, donc doit-on parler de la prise en charge du surdosage des opiacés en FGSU? Oui, 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 justement, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu un focus là-dessus et puis sur le choc anaphylactique, puisque justement, les pompiers, les ambulanciers l'ont maintenant dans leurs recommandations de base. Il faut que nous, on l'enseigne aussi dans nos CESU, en tout cas, ça c'est certain. Je vous remercie. Je reviens Je vers vais juste vous me pour la permettre, suite. me permets juste, parce que ça discute encore sur le bouche à bouche. Euh, c'est quelque chose qui, moi, m'étonnera toutes les années parce que c'est tellement minime par rapport à tout ce qu'on a enseigné à faire. Mais je voudrais quand même repréciser ce qui a été dit tout à l'heure, qui était pourtant clair. Personne ne se positionne sur le bouche à bouche dans les recommandations internationales. Vous ne lirez nulle part, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Donc, on prend des recommandations et on essaie de les adapter à notre public. Vous enseignez, vous, dans les CESU, à des professionnels de santé. C'est votre public principal. Donc, quand vous enseignez à des professionnels de santé, vous enseignez l'insufflation manuelle, quel que soit l'âge. Je ne peux pas être plus clair. Voilà les recommandations de l'enCESU. On enseigne à des professionnels de santé, à des professionnels de santé, si je ne dis pas trop vite, et donc on enseigne l'insufflation manuelle. Première étape. Deuxième étape, ces professionnels de santé sont aussi des citoyens. Est-ce qu'ils peuvent faire du bouche à bouche dans le cadre d'un repas de famille ou d'un accouchement ou j'en sais rien en tant que citoyen sans matériel? Vous lirez partout que la réponse est oui. Est-ce que c'est dans les AFGSU qui sont destinés à des professionnels de santé qu'il faut enseigner le bouche à bouche? Pour l'adulte, la réponse est non. Et pour le nouveau-né, pour le nourrisson, c'est ce qu'on a vu dans les recommandations, et on sait tous que c'est moins un frein à débuter une réanimation précoce de faire un bouche à bouche chez un enfant que chez un adulte. Oui, il y a cette possibilité. Donc, si dans le cadre, ce que vous a dit Julien, de votre établissement de santé, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire avec des conditions d'hygiène correctes, vous pouvez le faire. Mais nulle part, vous trouverez c'est obligatoire ou ça n'est pas obligatoire. Vous n'aurez pas ce fameux arbre que tout le monde adore sur les décisions. Donc voilà, et comme vous l'a dit Julien, il y a une RFE SFMU en CESU qui sera faite cette année sur le bouche à bouche. Et comme ça, on pourra s'y référer clairement, puisque personne ne se positionne. Eh bien, nous nous positionnerons et on aura un arbre diagnostic clair. Et je termine juste en disant que sur le tout début des GSU, vous avez le fait que la FGSU est une formation qui s'adapte à son public. Eh bien, appliquons-nous ça, adaptons nos formations à nos publics. On peut très bien, j'ai lu dans les questions, c'est compliqué de parler d'un geste et de ne pas le faire. Enfin, j'imagine que vous parlez de thrombolyse d'AVC et que vous ne thrombolysez pas un AVC en GSU. J'imagine que vous parlez de CEC et que vous n'avez pas une ECMO en GSU. Enfin, j'espère que vous parlez de choses en GSU sur la prise en charge globale d'un patient, notamment en GSU2, pour aller toujours un petit peu plus loin. C'est aussi l'esprit des nouveaux textes qu'on a écrits, dont on parlera tout à l'heure, sans forcément avoir tout et de montrer tout. Et donc, c'est la même chose pour bouche à bouche. On peut très bien parler de bouche à bouche. On peut très bien parler d'oxygénation, j'ai lu des pourcentages, du 17%, du 21%, de la pression négative dans le thorax. On sait très bien faire ça, sans forcément passer une heure à faire un bouche à bouche, alors qu'on sait très bien que on est en retard et que c'est quelque chose qui retarde la prise en charge de l'arrêt cardiaque et notamment des précautions, des compressions thoraciques immédiates et continues. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut ajouter que on a aussi un rôle à jouer pour inciter certaines structures à s'équiper en insufflateur manuel? Bien sûr. Bien sûr.